Bonjour à tous et bienvenue dans cette série consacrée à la sécurisation de notre chaîne de CI/CD en 4 étapes. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la première étape, celle du code. Dans les vidéos suivantes, nous présenterons tour à tour le build, le déploiement et même le run afin de couvrir l'ensemble de la chaîne. Pour cette démo, nous allons nous appuyer sur un certain nombre d'outils. Le premier sera GitLab, dont nous sommes partenaires, et qui permet de gérer le code source de l'application et de lancer les pipelines de CI/CD. Vous voyez d'ailleurs à l'écran le pipeline que nous allons améliorer et qui tourne sous GitLab. Dans nos pratiques sécurité, nous utilisons à la fois des outils généralistes comme SonarCube, mais également des outils spécialisés par technologie pour couvrir le spectre le plus large possible. Dans cette première partie, nous allons parcourir les outils spécifiques que nous utilisons pour nos applications développées en Ruby. Nous avons préparé une application qui contient volontairement un certain nombre de problèmes et de vulnérabilités. Pour commencer, je vais vous présenter le fichier de template qui nous permet d'activer la CI/CD et les différents quality checks. Vous pouvez voir que l'essentiel du travail est réalisé via un include. En effet, nous utilisons des templates propres à chaque technologie. Les équipes de développement peuvent en customiser le fonctionnement en activant ou non des étapes via de la configuration. Par exemple ici, j'active un certain nombre d'outils et je désactive SonarCube. Avec ce mode de fonctionnement, nous pouvons faire évoluer nos templates, par exemple pour ajouter un quality check, et impacter l'ensemble de nos projets si on le juge nécessaire. La plupart du temps toutefois, on introduira un comportement désactivé par défaut et on l'activera explicitement sur certains projets. Notre projet a été construit de telle sorte que chaque correctif fasse l'objet d'une branche à part. Comme tous les correctifs ont été faits à l'avance, chaque nouveau correctif pointe vers le précédent. La branche qui corrige Breakman aura donc déjà les correctifs de la partie audit, et ainsi de suite. De cette façon, la dernière branche pour Rick intégrera l'ensemble des correctifs. Sans plus attendre, nous allons attaquer avec la partie audit. Le but de cette partie est de vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilité connue sur les dépendances utilisées. Si on revient sur notre pipeline original, sur le job audit, on peut voir que l'outil utilisé est Bundler Audit. On commence par mettre à jour sa liste de définitions de CVE et on scanne le code existant. Ici, en l'occurrence, on a deux vulnérabilités qui remontent au niveau d'ActionPack, une dépendance du framework Ruby on Rails. Bundler Audit nous donne un lien vers du contexte sur les vulnérabilités en question. Dans le premier cas, nous sommes face à une possibilité d'attaque de type DDoS en forgeant des entêtes HTTP. La solution préconisée est de mettre à jour. Pour la deuxième faille, nous sommes face à une possibilité d'injection XSS. Dans les deux cas, la solution préconisée est la même, à savoir mettre à jour. Nous allons donc procéder à la montée de version de Ruby on Rails, qui par association va mettre à jour la dépendance ActionPack. Une fois cette action réalisée, notre étape audit passe au vert. Nous allons maintenant regarder ce qui se passe sur le job Breakman. On peut voir qu'on a deux warnings de sécurité. Le premier est relatif à une injection de commande, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait passer une commande via un paramètre, par exemple pour lister l'ensemble des fichiers du serveur, voire les supprimer. L'autre faille est une possibilité d'injection SQL. Cette fois, un attaquant pourrait passer une requête SQL en paramètre, par exemple pour supprimer l'ensemble des utilisateurs dans la base de données. Nous allons traiter les deux problèmes individuellement. D'abord la correction de l'injection SQL. Plutôt que de passer directement le paramètre sans aucune vérification, nous allons utiliser un prepared statement, c'est-à-dire que la requête va être préparée par notre ORM. Son rôle sera de construire la requête finale en ajoutant les bandes d'échappement et en filtrant le contenu. Si on retourne voir notre job Breakman, on peut constater qu'on n'a plus qu'une seule faille de sécurité remontée, celle relative à la commande. Le problème ici vient du fait que nous exécutons directement du code envoyé par l'utilisateur. En Ruby, l'utilisation des backticks permet d'exécuter une chaîne de caractères en tant que commande Unix. On imagine facilement les dégâts que cela pourrait causer, notamment sur des commandes de type RM. Pour corriger, nous allons donc faire deux choses. En premier lieu, arrêter d'exécuter directement la commande en retirant les backticks. Deuxièmement, nous allons vérifier que la commande fait partie d'une liste autorisée. Dans le cas contraire, on utilisera une commande par défaut. Dans un contexte de production, on ne laisserait évidemment pas passer de commandes venant de l'utilisateur du tout. Il s'agit uniquement d'illustrer le propos. On peut maintenant vérifier que le correctif a fait son effet et que l'étape Breakman est maintenant ouverte. Avant de passer à la prochaine étape,
je vous propose un aperçu du code utilisé pour jouer notre prochain quality check. Pour jouer le job Rails Best Practices, nous avons uniquement une dizaine de lignes YAML dans notre template. Nous utilisons une image Rails Quality que nous avons créée sur mesure et dans laquelle nous intégrons nos différents outils au fur et à mesure de nos besoins. Dans le job, nous faisons appel à cette image et lançons la commande concernée, uniquement si le Wiz a été activé. Il ne nous faut rien de plus que cette configuration. Revenons maintenant sur le résultat du job en question. Il détecte que nous avons plusieurs méthodes inutilisées et un helper vide. Nous allons donc simplement corriger en retirant le code inutile et vérifier que notre étape est bien passée au vert. Parfait, nous avons corrigé plus de la moitié des étapes. Passons maintenant à Rubocop. Rubocop est un linter, c'est-à-dire qu'il permet d'écrire du code idiomatique qui respecte les principes du langage, ici Ruby. Les règles, aussi appelées des cops, sont activables ou désactivables. Les règles peuvent être modifiées et il est même possible de créer ses propres règles. L'un des fichiers de code style le plus utilisé dans la communauté est celui d'Airbnb, et il fait même l'objet d'une gem à part entière. On peut voir que Rubocop nous remonte tout un tas d'améliorations possibles, dans des domaines différents. Dans notre cas, il nous recommande de ne pas utiliser d'espace au début et à la fin d'un tableau de symboles, d'ajouter la documentation sur des méthodes, ou encore des variables qui sont assignées mais jamais utilisées. Dans notre job, nous faisons uniquement de la remontée d'informations, mais l'outil peut aussi être utilisé pour corriger automatiquement les erreurs, avec notamment Rubocop-A. Cette option est la version safe, c'est-à-dire qu'elle ne réécrira pas de code dont elle n'est pas sûre à 100% qu'il se comportera de la même façon. Il existe également une version -A qui corrige plus de remontées, mais au risque que le code ne se comporte plus exactement de la même façon. Évidemment, il est possible de désactiver une remontée avec une annotation, soit pour une ligne en particulier, soit pour un bloc de code. Cela peut être utilisé par exemple si vos règles imposent de ne pas avoir de ligne de plus de 120 caractères, mais que pour une ligne en particulier vous estimez que ça a plus de sens de tout garder sur une seule ligne. Passons maintenant à notre dernière étape qui consiste à détecter et corriger les codes smell. Pour faire simple, le code smell se situe à mi-chemin entre le bug et le code style. Concrètement, le morceau de code qui possède un code smell ne contient pas vraiment de bug pour le moment, mais on estime qu'en le laissant en l'état, on a plus de chances d'introduire un bug dans le futur. Cela peut être par exemple un code anormalement compliqué pour arriver à un résultat, une méthode qui contiendrait beaucoup trop de paramètres, ou du code dupliqué. Globalement, il s'agit de tout ce qui rend le code difficile à comprendre et sujet à erreur. Pour détecter les codes smell en Ruby, nous utilisons Rick. Notre code étant très simple, Rick va nous remonter principalement des manques de documentation. Il signale toutefois un appel en double à un même paramètre et nous conseille de l'assigner dans une variable. Comme pour Rubocop, nous pouvons configurer son fonctionnement, ses règles et son périmètre d'intervention. Dans notre cas, nous choisissons par exemple de ne pas analyser les fichiers de migration car ils sont générés par Ruby on Rails. Dans la merge request relative au correctif, vous pouvez donc voir que l'on a rajouté de la documentation, exclu certains dossiers et utilisé une variable intermédiaire. En conclusion de cette première partie, vous pouvez donc voir qu'il est très simple d'ajouter ses propres outils dans l'intégration continue de GitLab et de les enrichir au fur et à mesure de la montée en qualité et en sécurité de vos applicatifs. Il est important de garder à l'esprit qu'il est beaucoup plus simple et moins chronophage d'effectuer ces corrections au fur et à mesure du cycle de vie de l'application que de tout faire d'un coup. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine partie dans laquelle nous évoquerons la sécurisation du build et notamment la création de nos images Docker.